Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au voyage du tsar Nicolas II en France. Après la mort d'Alexandre III en 1894, son fils Nicolas Romanov lui succède à l'âge de 26 ans. Le jeune tsar Nicolas II entreprend un grand voyage en France afin de poursuivre l'alliance franco-russe lancée par son père. Ce séjour du tsar en France laissera de nombreux souvenirs, dont le plus grand et le plus important, le pont Alexandre III. Vous voulez en savoir plus sur le voyage du tsar en France? Venez avec moi. L'alliance franco-russe cultive une passion commune, sa haine de l'Allemagne ainsi que de l'Angleterre. Elle met fin à l'isolement diplomatique de la France consécutif à sa défaite de 1870 face à la Prusse. Le chancelier allemand Otto von Bismarck avait échafaudé en effet dès 1873 une entente des trois empereurs. L'Allemagne de Guillaume II, l'Autriche-Hongrie de François-Joseph de Habsbourg et la Russie du tsar Nicolas II. Il avait réussi à maintenir l'unité de l'alliance malgré les rivalités austro-russes dans les Balkans. En 1882, il avait formé une triple alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie de Umberto Ier. Le chancelier ne s'en tient pas là. Pour circonvenir toute alliance de revers entre la Russie et la France, Bismarck conclut en juin 1887 une entente secrète avec le tsar Alexandre III. À l'insu de l'empereur François-Joseph de Habsbourg, la Russie s'engage à rester neutre dans le cas d'une guerre d'agression de la France contre l'Allemagne. En échange, celle-ci laisse les mains libres au tsar dans les Balkans. Dès la démission du chancelier le 20 mars 1890, le Kaiser Guillaume II décide de ne pas renouveler ce traité qui va à l'encontre des intérêts de son plus proche allié, l'empereur d'Autriche. À Paris, comme à Saint-Pétersbourg, l'alliance franco-russe apparaît nécessaire, après que l'empereur allemand Guillaume II ait rompu avec la subtile diplomatie de Bismarck et resserré ses liens avec l'Autriche-Hongrie. Le renouvellement anticipé de la Triple Alliance Berlin-Vienne-Rome en mai 1891 précipite les choses. L'alliance franco-russe est préparée par la visite d'une escadre française à Kronstadt le 25 juillet 1891, puis celle d'une escadre russe à Toulon en octobre 1893. Un projet de convention militaire prévoit que chaque partie portera secours à l'autre en cas d'agression. Si la France est attaquée par l'Allemagne, la Russie s'engage à l'aider en mettant en ligne 700 000 à 800 000 hommes. Réciproquement, si la Russie est attaquée par l'Allemagne, la France lui apporterait l'aide de 1 300 000 hommes. Enfin, la mobilisation de tout ou partie des forces de la Triple Alliance entraînerait la mobilisation générale en France et en Russie. L'alliance est entérinée par le tsar Alexandre III le 27 décembre 1893. Enfin par le président de la République française Sadi Carnot le 4 janvier 1894. L'un et l'autre disparaîtront dans l'année. Cette alliance franco-russe à laquelle se rallie le Royaume-Uni de la reine Victoria apparaît comme la première d'une longue suite d'initiatives qui, mises bout à bout, vont conduire l'Europe sur le chemin de la Première Guerre mondiale. Pour préparer son fils et héritier à la diplomatie, Alexandre III envoie en 1890 Nicolas Romanov en voyage. Il apparaît sur un croiseur russe et fait une tournée officielle en Grèce, en Égypte, aux Indes, dans le sud-est asiatique, en Chine et au Japon, accompagné de son frère Georges et de leur cousin le prince Georges de Grèce, second fils du roi des Hellènes. Cependant, ressentant les premiers symptômes de la maladie qui l'emportera prématurément, le grand-duc Georges Romanov entre en Russie, laissant son frère aîné et leur cousin continuer leur voyage. Pendant son séjour au Japon, le tsarevitch fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Lorsqu'un policier japonais de son escorte Tsuda Tsenso, nationaliste fanatique, l'attaque avec son sabre, le blessant à la tête. Nicolas Romanov minimise l'incident, mais les autorités japonaises craignent que cet incident ne dégrade les relations entre les deux pays. L'empereur Meiji va ainsi en personne rencontrer le tsarevitch convalescent et en signe de respect fait fermer tous les théâtres du pays pour une durée de 24 heures. Quelques 24 000 télégrammes souhaitant un bon rétablissement sont envoyés par des Japonais de toutes catégories. Suda est par la suite condamné à la prison à vie. Au début des années 1890, la santé de l'empereur Alexandre III se dégrade.
Comme Nicolas Romanov était pris de sa cousine, il obtient le consentement de son mariage avec Alix, malgré l'insistance de ses parents à le marier à la princesse Hélène d'Orléans, fille de Philippe d'Orléans, et ainsi renforcer l'alliance franco-russe. Le 8 avril 1894, Nicolas Romanov et Alix de Hesse se fiancent officiellement au château de Cobourg en présence de leur famille, parmi lesquels on pouvait compter le Kaiser Guillaume II et la reine Victoria, grand-mère commune à la fois de la fiancée et du Kaiser. Avant de mourir, Alexandre III, son père, l'exhorte: manifeste ta propre volonté et ne laisse pas les autres oublier qui tu es. Nicolas II succède à Alexandre III le 1er novembre 1894 à l'âge de 26 ans. Le jeune tsar Nicolas II entreprend un grand voyage en France afin de poursuivre l'alliance franco-russe lancée par son père. Ce séjour inoubliable du tsar russe en France laissera de nombreux souvenirs, dont le plus grand et le plus important, le pont Alexandre III. En 1896, lors d'un important voyage en Europe, le tsar Nicolas II visite l'Autriche, l'Angleterre et la France. Le tsar vise à consolider et célébrer l'alliance franco-russe signée par son père Alexandre III en 1892. Début octobre 1896, pendant 5 jours, le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra Fedorovna, à la tête d'une délégation russe, effectuent un voyage officiel en France d'une durée de 5 jours. Ce voyage est l'occasion de célébrer l'alliance franco-russe signée en 1893 par la France et le tsar Alexandre III, père de Nicolas II. Ayant franchi la Manche depuis la Grande-Bretagne, les souverains russes arrivent à Cherbourg le 5 octobre, à bord du yacht impérial. Le président de la République, Félix Faure, se rend également à Cherbourg, mais à bord du train présidentiel pour les accueillir. Quand le couple impérial met leurs pieds sur le sol français, les marins crient: Vive le tsar, vive la Russie! Mais encore plus fort, vive l'impératrice! Le tsar et son épouse sont chaleureusement accueillis par Félix Faure, président de la République, sous l'accompagnement de l'hymne national russe et de la Marseillaise. Un dîner d'accueil est servi pour 73 convives rassemblés aux 3 tables. Nicolas II et Félix Faure président une table centrale, laquelle est surélevée de 20 cm. Le soir même, le train impérial que le tsar a fait venir en France quitte l'arsenal de Cherbourg à 8h30 du soir pour rejoindre la gare de Versailles-Chantier. Arrivé plus tôt que ses invités, le président Félix Faure accueille le couple impérial sur le quai de la gare et l'invite à monter à bord du train présidentiel pour terminer le voyage jusqu'à Paris. À 9h10 du matin, le train démarre en direction de la station Passy, où il s'arrête à 10h précises. Le train impérial repart de son côté à 9h17, emmenant la grande-duchesse Olga, fille aînée des souverains russes, jusqu'à la gare Paris-Montparnasse. Le tsar se dirige à Paris, où il sera accueilli par plus de 2 millions de Parisiens et visiteurs. Le 6 octobre 1896, le train impérial arrive à la gare de Ranelagh. Et ensuite, les souverains se dirigent au centre de Paris, où une foule énorme se concentre pour accueillir le tsar. Des flots des visiteurs débarquent à chaque train et par toutes les lignes de la province aussi bien que de l'étranger. Jamais Paris n'aura reçu dans ses murs un si grand nombre de voyageurs. D'après les indications recueillies, on peut évaluer à plus de 2 millions le nombre de voyageurs arrivés pour assister aux fêtes. La foule accompagne le tsar dans tous ses déplacements à Paris. Partout on entend les cris: Vive la France, vive la Russie! Plus tard, Nicolas II écrit dans son journal qu'à Paris, il était accueilli si chaleureusement par le peuple français comme à Moscou par le peuple russe. Toute la ville de Paris a été décorée pour l'arrivée du couple impérial. On voyait les illuminations et les drapeaux français et russes sur les Champs-Élysées, les grands boulevards et sur un lieu mythique. Comme le long du jardin des Tuileries, un aigle russe de 5 mètres a été placé à la corniche de la façade de l'Opéra Garnier. Un immense soleil électrique de 3500 lampes de couleur tournait au milieu de la place de la République. Les journaux écrivaient que les monuments publics s'étaient transformés en palais de feu et que Paris était devenu plus que Paris. Une ville de féerie, une ville des mille et une nuits. Le tsar russe, touché par ces décorations impressionnantes, avoua à l'ambassadeur de Russie en France: Il me semble, depuis que je suis à Paris, que je ne parcours pas des rues, mais des salons. Lors de la première journée de leur séjour parisien, les souverains russes visitent l'ambassade et l'église russe.
Le soir, après un grand dîner d'accueil à l'Élysée, le tsar et la tsarine et le président de la République partent à l'opéra pour y assister à une représentation. La journée du lendemain, le 7 octobre, est consacrée à la visite des plus grands monuments de Paris. Nicolas II, Alexandra Fedorovna, accompagnée de Félix Faure, visite Notre-Dame de Paris, le palais de justice, la Sainte-Chapelle et le Panthéon, où le tsar met les fleurs sur le tombeau du président Sadi Carnot. Aux Invalides, Nicolas II, son épouse et Félix Faure sont reçus par le général Billot, ministre de la Guerre, et le général Arnaud, commandant de l'hôtel, entourés des commandants de corps de l'armée. Le tsar salue les officiers et se dirige vers le tombeau de Napoléon Ier. Les mains croisées sur la poitrine, la tête inclinée, il y demeure quelques instants, abîmé dans une muette contemplation. Enfin vient le moment clé du 7 octobre 1896 et de la visite de Nicolas II à Paris. C'est la pose de la première pierre du pont Alexandre III. La presse française a appelé cette fête la cérémonie la plus charmante de la journée et le spectacle d'une beauté inoubliable. Le 4 octobre 1896, à la veille de l'arrivée de Nicolas II en France, Félix Faure fait un décret selon lequel le pont, qui doit, à l'occasion de l'exposition 1900, être établi sur la Seine en face de l'hôtel des Invalides, prendra le nom du pont Alexandre III. L'inauguration du pont était annoncée pour 2h30 de l'après-midi. Les façades des maisons sont ornées de guirlandes de fleurs, les balcons sont drapés et les drapeaux flottent au vent. Le cortège impérial arrive avec du retard à 3h de l'après-midi. La tsarine Alexandra Fedorovna porte une robe en soie perlée, infiniment gracieuse, elle salue la foule. Les journaux écrivent qu'elle a fait la conquête de Paris. Les souverains et le président de la République signent le procès-verbal de cérémonie dont voici le texte. Le 7 octobre 1896, Sa Majesté impériale Nicolas II, empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l'impératrice Alexandra Fedorovna et Monsieur Félix Faure, président de la République française, ont posé la première pierre du pont Alexandre III et de l'exposition universelle de 1900. Nicolas II prend la truelle d'or, répand le ciment, puis il frappe la pierre avec un marteau. Félix Faure fait de même après lui. En ce moment-là, un groupe de jeunes filles habillées en robe blanche offre à la tsarine un bouquet d'orchidées dans un vase en argent. Le bloc de granit est descendu dans l'excavation, ainsi la première pierre du pont Alexandre III est posée. Les journaux écrivent que le tsar n'a pas seulement posé la première pierre de ce pont, mais il a consolidé le futur des relations franco-russes. Au cours des 2 jours qui suivent, les souverains russes visitent le Louvre et quittent Paris pour Versailles. Sur le trajet à Versailles, le cortège impérial s'arrête à Sèvres, où on a installé les 2 arches de triomphe avec les écritures 1717 Pierre le Grand et 1896 Nicolas II. Cette première écriture nous rappelle le voyage de Pierre le Grand en France en avril 1715, quand il rencontre le roi Louis XV, qui n'a pas encore 7 ans. Ensuite, un couple impérial se dirige à Versailles, où il passe toute la journée. Le tsar écrit dans son journal qu'il y a bien une ressemblance entre Versailles et Pettenhof, mais à Versailles, il n'y a pas de mer. Le 9 octobre 1896, avant de quitter la France, le tsar Nicolas II assiste aux manœuvres militaires à Châlons. Ce séjour du tsar en France a laissé des milliers de souvenirs et d'articles franco-russes. Parmi les objets les plus curieux, on peut citer d'abord la canne franco-russe, un roseau creux dans lequel est caché un étendard. L'alliance de la tsarine est une bague ornée d'un portrait d'Alexandra Fedorovna. La citadelle de Saint-Pétersbourg et le palais d'hiver sont les petites constructions artistiquement découpées. Et nombreux sont les mouchoirs de Constrate, les morceaux d'étoffe bleue, blanc et rouge avec les inscriptions Constrate 1891, Toulon 1893. Au musée de l'Ermitage, on peut toujours observer ces objets curieux symbolisant l'amitié entre la Russie et la France et son gouvernement. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 20 janvier 1896, on voit la reddition des forces coloniales italiennes au siège de Mekele dans la première guerre italo-éthiopienne. Le 14 février, le baptême de Boris, héritier présomptif du trône de Bulgarie dans la confession orthodoxe. Son parrain, le tsar Nicolas II de Russie, reconnaît ainsi son père Ferdinand de Saxe-Cobourg, candidat de l'Autriche et de l'Allemagne comme roi de Bulgarie.
Le 17 août 1896, à Londres, le premier accident mortel de voiture. Bridget Driscoll est renversée par un véhicule motorisé et tuée sur le coup. Comme on l'a vu, le 5 octobre 1896, le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra Fedorovna sont en visite officielle en France. Ils accostent à Cherbourg où ils sont accueillis par le président de la République, Félix Faure. L'événement est historique, le renforcement de l'alliance franco-russe est acté dans un contexte européen explosif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.